l'ouverture d'une nouvelle saison de Café Scientifique. Nous y sommes. L'émission Café Scientifique est dédiée uniquement à la science, sa promotion et sa vulgarisation. Nous sommes à cette nouvelle saison. Au Mali, seulement 0,2% du budget est alloué à la recherche scientifique et technologique. Ce montant est non seulement loin de satisfaire la stratégie 2024 de l'Union africaine, mais aussi les objectifs du développement durable qui invitent les pays à consacrer naturellement 1% de leur produit intérieur brut à la recherche et au développement d'ici 2030. Pour le monde scientifique malien, ce manque de financement qui s'ajoute à d'autres difficultés empêche le pays d'exploiter ses énormes potentialités dans ce domaine-là. De ce fait, les chercheurs demandent au pouvoir public de se montrer plus ambitieux en matière de recherche. Comment se porte donc la recherche scientifique au Mali et en Afrique en général? Nous évoquerons ces sujets ici sur ce plateau. Le thème qui nous amène ce soir, problématique du financement de la recherche scientifique en Afrique et au Mali. Et pour en parler justement, nous avons trois bons invités sur ce plateau. Il s'agit de du professeur Drissa Samaké. Il est le directeur du Centre national de la recherche scientifique et technologique. Merci. Alors, nous avons M. Mohamed Diawara, vice-président au Conseil national du patronat CNPM, chargé du numérique et des relations extérieures. Nous avons un troisième invité. Il est membre de l'Institut de l'intelligence artificielle appliquée à l'éducation. Il est aussi diplômé de l'IRIS, entendez par là, Institut de relations internationales et stratégiques, IRIS, en France. Mesdames et messieurs, le décor est ainsi planté. C'est parti pour quelques minutes de débat sur la science et la problématique du financement de la recherche scientifique. C'est ce qui nous amène. Alors, professeur Drissa Samaké, merci d'avoir accepté notre invitation. Le remerciement est à vous parce que ça nous permet effectivement de discuter un peu de la science. Et je pense que c'est un domaine qui est très peu connu au Mali. Et on communique beaucoup moins vraiment sur le domaine et ça nous permettra effectivement de voir vraiment quel est l'état de la recherche au Mali aujourd'hui. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Mohamed Diawara, je rappelle qu'il est le vice-président au Conseil national du patronat du Mali, CNPM, chargé du numérique et des relations extérieures. Monsieur Diawara, merci, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est Diawara. C'est Diawara. Diawara et non Diara. Ah, d'accord. C'est Diawara. Voilà, excusez-moi, Monsieur Diawara. Voilà, donc je joins ma voix à celle du professeur pour vous remercier. Et puis c'est un sujet assez intéressant, donc qui est vraiment le socle de développement de toute nation. C'est la recherche, c'est la prospective. Voilà. Très bien. Alors, Monsieur Aloudoro Maïa, vous êtes chercheur également. Vous êtes membre de l'Institut de l'intelligence artificielle appliquée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Fabrice de m'avoir invité à ce débat-là. Très bien. Alors, merci. Je retourne la parole à monsieur, désolé, c'est le professeur Samaké, professeur Drissa Samaké. Alors, en quoi consiste réellement, quand on parle de la recherche, c'est quoi la recherche scientifique? Mais la recherche scientifique, ça vise à mettre en lumière de nouvelles informations ou à vérifier des informations qui existent déjà afin de créer de nouvelles connaissances ou bien vraiment de vérifier les connaissances qui existent déjà. Okay. Donc c'est ça la recherche. Très bien. Bon, ça c'est la recherche en général, mais quand on parle de la recherche scientifique, est-ce qu'il y a une particularité? Il y a une particularité parce que la recherche, normalement, est basée sur une méthodologie bien définie. Okay. Donc, qu'on doit suivre vraiment pour dire qu'une recherche est scientifique. Donc, ça part d'abord par l'élaboration d'un protocole de recherche. Et ce protocole de recherche, le plus souvent, ça dépend de la qualité de la recherche, est vérifié par un comité d'éthique pour voir comment vraiment la recherche vraiment est menée. Est-ce que c'est mené dans l'art, vraiment, des choses? Est-ce que ça ne va pas heurter la sensibilité de telle ou telle personne? Donc après ça, on va générer qu'on appelle des connaissances. On appelle ça la génération des données. Et travailler sur ces données et faire sortir vraiment des informations qui vont permettre vraiment de résoudre nos problèmes, les problèmes de la société. Donc c'est ça vraiment, quand on va décomposer
un peu la recherche. Très bien. Alors, un tour de table s'impose pour cette première question d'entrée de jeu. Alors, Monsieur Mohamed Diawara, vous avez la même compréhension de la définition de la recherche scientifique? Bon, je pense que le professeur a déjà donné les grandes lignes. Maintenant, si on le ramène à la dimension entrepreneuriale, l'entreprise, c'est un processus. Okay. Et on parle beaucoup de recherche et d'innovation. Et vous verrez que dans la plupart des grandes entreprises, il y a des départements dédiés à la recherche et le développement. Et souvent, c'est plus de 30% des budgets, des revenus ou des intérêts générés par l'entreprise. Donc, il y a un réinvestissement sur la R&D, parce que c'est la base en fait, du savoir-faire d'une entreprise. Okay. Et c'est ce qui lui permet aussi de développer des capacités différentielles par rapport à la concurrence, par rapport au marché, et aussi apporter en fait, répondre à un vrai besoin de la clientèle. Donc, si on voit ce processus, ça rejoint ce que le professeur vient de dire. C'est d'abord la recherche de l'information capitale pour apporter des réponses destinées à un public cible. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Alodoro Maïga. Monsieur Diawara fait un lien entre la recherche et le développement. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Je pense qu'il s'agit vraiment de l'ensemble des activités de production, de nouvelles connaissances, comme l'a dit le professeur, et en ce sens qu'il y a cette recherche qui est d'abord tantôt fondamentale, qui n'est pas forcément pratique, qui n'est pas liée à un objectif pratique qui implique des activités de développement expérimental, donc qui concerne juste des aspects théoriques. Donc il y a ces deux dimensions. Et l'autre aspect aussi, c'est aujourd'hui, selon le financement, la recherche peut être privée, elle peut être aussi publique. Donc c'est très important à le savoir. Et d'ailleurs, avec le manque de volonté politique, souvent, la recherche n'est pas véritablement financée. On en parlera, hein, le manque de volonté politique. Okay. Souvent, les chercheurs évoquent cette idée que les politiques n'ont pas assez de volonté pour le financement. Déjà, quand nous voyons dans les préambules que j'ai proposés, nous avons 0,2% du budget qui est seulement alloué à la recherche scientifique. Est-ce que vous trouvez ça normal, professeur? D'abord, je voulais vous rectifier un peu. Okay. Ce que le Mali met à la recherche, effectivement, c'est un fonds compétitif pour la recherche et l'innovation technologique qui a été créé. Ce fonds est appelé FCRIT, qui est alimenté par 0,20% des recettes fiscales. Ce n'est pas 0,20% du budget national. Okay. Effectivement, il a été ordonné par la CEDEAO pour que les pays membres vraiment mettre de l'argent dans la recherche jusqu'à hauteur de 1% vraiment du produit intérieur brut. Voilà. Donc, dire que, par rapport, pour revenir à votre question, dire qu'est-ce qu'il y a une volonté. Oui, je dirais qu'il y a la volonté, parce que les 0,20% que nous voyons, ça c'est seulement pour ce fonds. Il faut savoir qu'il y a d'autres financements à pratiquement toutes les universités. Toutes les universités, ils ont ce qu'on appelle un chapitre qui est appelé études et recherche. Donc, c'est financé dans pratiquement toutes les institutions de recherche. Vous allez voir un minimum de 100 millions qui est mis dans ça. Imaginez quand vous allez voir le nombre d'institutions de recherche qui existent. Déjà, ça fait quelques montants par rapport à la recherche. C'est vrai que le montant qui est dédié vraiment est insuffisant. C'est insuffisant par rapport, par exemple, à l'apport de l'extérieur pour la recherche. On était à un moment à 60% vraiment de l'investissement de l'extérieur sur la recherche. C'est vrai qu'avec l'avènement du Fonds compétitif pour la recherche et l'innovation technologique, on a vraiment un peu augmenté la part de l'État dans le financement. Donc il y a une certaine volonté, mais il faut savoir aussi que nos pays, ils ont une tension terrible. Partout où ça chauffe. Donc je pense que ce sont les manques de moyens qui peuvent peut-être expliquer le fait que le financement est inférieur. Mais on est en train de voir comment on peut vraiment augmenter ce financement.
Quand vous dites vous êtes en train de, on est en train de voir, là, ça représente qui? L'État ou vous? Ça représente l'État et je ne voulais pas anticiper un peu les questions parce qu'il y a le privé aussi qui est là à côté de moi. Et depuis un certain temps, il y a une dynamique qui est en train de se créer entre les chercheurs et les utilisateurs des résultats de la recherche, qui est le patronat par exemple. On a beaucoup on a beaucoup d'activités qui sont prévues, vraiment qui va les permettre de s'impliquer et de financer la recherche. Et je pense qu'il y a une volonté d'ailleurs du patronat de créer ce qu'on appelle un fonds de soutien à la recherche. Donc ce fonds va être créé, je pense qu'on est en train de travailler sur le document, et ce fonds va permettre vraiment d'augmenter la part du privé dans le financement qui est très très insuffisant parce que ça fait moins de 0,01%. Mais je pense qu'avec cette volonté, je pense que ça va vraiment augmenter vraiment la part vraiment qu'on appelle du Mali dans la recherche. Parce que de plus en plus, nous sommes en train de parler de la recherche et de l'autre, qu'on appelle, l'autonomie de la recherche. Parce qu'on ne peut pas parler de l'autonomie de la recherche sans que vraiment nous-mêmes, nous ne financions pas notre recherche. Cette recherche-là doit être financée pour nos besoins propres. Alors que quand quelqu'un d'autre vient pour financer votre recherche, je pense qu'il va venir avec un agenda bien fixé et il a besoin de résultats précis. Donc ce n'est pas forcément un résultat qui va servir notre pays. Donc vous avez dû le remarquer. On a l'impression qu'au Mali, il n'y a pas de recherche. Mais en réalité, quand on va rentrer dans le fond des choses, donc vous allez voir que... On verra qu'il y a des chercheurs. Voilà. Mais Monsieur Diawara, est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que nous n'avons pas de chercheurs parce que les résultats, souvent, sont placés après dans les tiroirs. On ne sort pas ces résultats pour les appliquer. Les résultats, pardon, les recherches sont financées, les résultats sortent, mais ces résultats ne sont pas appliqués. Est-ce que vous avez cette impression que ces résultats ne sont pas appliqués sur le terrain? Ça dépend, hein. Mais pour compléter ce que le professeur a dit, concernant le financement de la recherche, au-delà de l'État, il faut aussi prendre en compte les budgets R&D des entreprises. Ça complète parce que quelque part, c'est de l'investissement sur la recherche. Je vais vous donner un exemple, c'est le secteur agricole, où il y a eu beaucoup d'implications du secteur privé dans la recherche de certaines spéculations, notamment le blé. L'initiative blé, où il y a des grands industriels qui ont contribué au financement de la recherche. Au-delà de ça, si on regarde un peu dans les autres activités, notamment dans les activités de la technologie, dans les activités aussi du numérique, il y a beaucoup de recherche, il y a beaucoup d'investissements dans les activités de recherche, il y a beaucoup de R&D. Donc tout cela, je pense qu'à un moment donné, il faut les évaluer et les prendre en compte dans les budgets ou dans le financement de la recherche. Maintenant, concernant l'exploitation des résultats, il y a un climat de méfiance qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une question pédagogique, c'est de faire comprendre surtout aux promoteurs de la recherche que les fruits de la recherche, c'est le financement public, doit être aussi divulgué, ça doit être partagé. Je prends l'industrie de la pharmacopée, c'est un cas révélateur, c'est-à-dire aujourd'hui, les détenteurs du savoir ne sont pas disposés à partager. Donc mais est-ce qu'il y a une cause à cela? C'est la méfiance. C'est la méfiance. C'est aussi simple. Méfiance par rapport à quoi? Méfiance par rapport à l'exploitation où ils ne peuvent pas tirer, ils ne peuvent pas jouir du résultat, où ils ne souhaitent pas. Il n'y a pas un cadre qui permettrait de rassurer chaque partie de l'exploitation du résultat. Je prends un exemple simple, parce que la recherche aussi, il faut se dire que ce n'est pas que dans le monde universitaire. Je reviens toujours sur l'exemple de la pharmacopée. Vous voyez un chercheur, je vais dire illettré, hein, généralement, parce que bon, illettré même, je pèse mes mots, parce que c'est les gens qui ont souvent l'habitude d'écrire en cours. Ils ont un temps d'apprentissage, un temps de recherche, et souvent,
pour mettre ces recherches à la disposition des services publics, il n'y a pas de dispositif de protection. Ou tout simplement, ils ne croient pas à ce dispositif de protection. L'État a fait des efforts, ils ont créé des cadres institutionnels, mais pourquoi aujourd'hui ces gens ne font pas confiance à ce dispositif pour breveter leurs recherches et avoir un droit de propriété? C'est ça le vrai problème. Il y a la CEMAPI qui fait déjà ce travail. Oui, mais si la CEMAPI fait ce travail, donc ça veut dire que c'est un travail, c'est une pédagogie. Il faut attendre, il faut rassurer les gens, il faut aller vers eux. Parce que moi, je connais beaucoup de cas où les gens n'ont pas été assez mis en confiance pour aller déposer ou breveter leur savoir-faire. Très bien. Alors, merci, M. Diawara. M. Aludoro, il y a M. Diawara qui le disait tout à l'heure, la recherche, ce n'est pas que dans le monde universitaire, mais qui peut prétendre rechercher, ou bien qui peut prétendre à la recherche? D'abord, moi, je reviendrai plutôt sur la question de la recherche dans le monde universitaire, la recherche académique, on va le dire ainsi, qui est portée par les universités, les instituts de recherche, tout ça là. Et je pense qu'il y a la question aussi de la gouvernance financière de la recherche qui se pose. Il faut assainir aussi ce domaine de la recherche, que les chercheurs aussi... Assainir, c'est-à-dire, est-ce que il y a de la corruption? Il faut de la transparence, il faut que les investissements soient davantage visibles, bien gérés, même ceux qui financent aussi, qui puissent avoir une certaine traçabilité. Il y a pas mal de choses à ce niveau-là. Et souvent, ceux qui donnent l'argent aussi, quand ils ne voient pas, ils financent 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils ne voient pas de résultats concrets, ils sont obligés souvent d'orienter souvent les fonds. Donc je pense que c'est un aspect important. L'autre chose que je voudrais aussi, sur laquelle je voulais attirer l'attention des téléspectateurs, c'est aussi par rapport à la question de la réponse aux besoins des communautés. Souvent, on a l'habitude d'entendre cet argument des plus hautes autorités qu'il y a d'autres secteurs qui, on va dire, vitaux de la nation, on ne peut pas financer aussi mieux que la recherche parce que tout simplement, il y a le problème d'accès à l'eau, le problème d'accès. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la recherche aujourd'hui, c'est une question de souveraineté. D'abord, ensuite aussi, c'est une question qui répond aux besoins de la communauté. Et davantage, on va vers, comme vous avez posé comme question tout à l'heure, par rapport à qui il faut laisser ce domaine, c'est la recherche aujourd'hui, elle doit quitter, pour moi, en tout cas à mon avis, sa zone de confort et devenir davantage intégrative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes bénéficiaires ou les communautés bénéficiaires de la recherche soient davantage impliquées dans la recherche. Mais la recherche, c'est une question de méthodologie. Les communautés qui ne sont pas... Mais ils sont pas... Ce pas des gens qui n'ont pas de savoir en origine. Eux aussi, ils sont pas... C'est pas on ne va pas dire que c'est des gens qui ne savent rien. Ils savent quelque chose. Ils ont des valeurs socioculturelles qui ont fait qu'aujourd'hui, ils sont encore là. Les sociétés aujourd'hui que vous voyez, ce pas des sociétés qui viennent de naître ou qui vont apprendre des autres. Ces gens doivent aussi être respectés pour leur savoir, pour leur connaissance. Je donne un exemple très pratique. Vous arrivez dans une communauté comme, je ne sais pas, à Wosolo, par exemple, avec vos connaissances. Nous, voilà, on a une méthodologie. Vous allez venir les poser des questions et puis vous retournez avec un certificat d'éthique et tout ça. OK, ils vont vous répondre, ils vont vous écouter et puis vous partez après. Mais si vous voulez proposer une solution à ces gens-là, à ces communautés, ce n'est pas sans elles, c'est avec elles. Et en général, moi, je préfère même que ces solutions viennent d'elles, que ces solutions viennent de ces gens-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois, vous, en tant que chercheur, vous arrivez dans un endroit, je sais pas, sur un terrain, il faut prendre en compte les défis épistémologiques, les défis, on va dire, sociétaux, les défis méthodologiques en ce sens, et les défis éthiques aussi, pour dire que ces gens-là, OK, quels sont vos problèmes? Vos problèmes, si c'est ça, nous avons une solution pour vous. Est-ce que cette solution aussi, elle est pertinente pour vous, elle est utile pour vous? Il ne faut pas venir faire semblant de poser des questions et partir déjà de la solution, elle est connue. Elle est préétablie quelque part. Préétablie, vous venez parce que le fond qui est là a des orientations déjà prédéfinies et vous venez vous proposer des solutions. Non, après une enquête sur le terrain, nous avons décidé. Et souvent, ça n'a rien à voir, les résultats n'ont rien à voir, en tout cas les solutions qui sont proposées n'ont rien à voir avec les besoins réels des communautés. Et ça, c'est un problème très important, à mon avis. Très bien. Alors, merci, professeur Samaké. Vous avez été coordinateur de plusieurs projets financés par soit des organisations étatiques ici
ou à l'international, mais comment se fait, comment se concrétise réellement le financement? Quelles sont les étapes du financement d'une recherche, de financement d'une recherche? Bon, je voulais rebondir sur ses propos. Effectivement, je suis pleinement d'accord avec lui pour faire une bonne recherche, parce que effectivement, on a l'impression que nous venons dire à la communauté, voici votre problème. Alors qu'en réalité, un chercheur, bon, c'est vrai qu'on est un chercheur, mais on ne peut pas connaître le vrai problème d'une communauté sans que la communauté elle-même ne pose le problème. C'est ce qu'on appelle la recherche-action. Donc normalement, la recherche doit se faire avec la communauté. Et ça, c'est valable et non seulement pour la communauté, mais aussi pour qu'on appelle le monde, les entreprises. Parce que venir faire la recherche et imposer une solution à quelqu'un, je pense que ça ne colle pas bien. Mais si c'est ce que le bailleur veut. J'en viens par rapport au bailleur. Et normalement, la population doit adhérer. Il y a une première des choses, ça c'est l'adhésion de la population à votre recherche. Il faut que la population se reconnaisse dans ce que vous voulez comme résultat, dans ce que vous voulez mener comme recherche. Maintenant, par rapport au bailleur, effectivement, on a dit, la souveraineté commence par le financement soi-même de la recherche. En général, on est à l'affût. On est à l'affût, si on peut dire, le chercheur est à l'affût vraiment du financement. On essaie de voir qui finance. Le plus souvent, on ne s'intéresse pas vraiment à savoir le plus souvent qu'est-ce que ce bailleur veut réellement. Est-ce que c'est important pour ma communauté? Mais puisque le chercheur doit vivre vraiment de la recherche, et puis donc on est obligé des fois, le plus souvent, vraiment de prendre certains vraiment, projets, de les exécuter à la volonté vraiment du bailleur. Moi, en tant que responsable du Centre national de la recherche scientifique et technologique, je pense que ça nous fait mal des fois. Parce qu'on voit que, quand on dit que les résultats sont dans les terroirs, c'est à cause de ça. Parce que ça n'a pas été fait en collaboration avec quelqu'un. Si on fait en collaboration avec une communauté, on est obligé de sortir avec ces résultats-là. Donc pour que vraiment les résultats soient bien vraiment, applicables dans la communauté. Maintenant, dire qu'il faut assainir le domaine de la recherche, là, je ne suis pas trop sûr. Je pense que le domaine de la recherche fait partie des domaines où vraiment les domaines les plus assainis, parce que nous sommes à la volonté d'un bailleur qui est là derrière nous, pas à pas. Donc ton financement prochain dépend de comment tu vas vraiment investir pour vraiment tout. On a un calendrier, le plus souvent dans les trucs de recherche, vous avez toujours une méthodologie, vous avez toujours des calendriers, et on est financé en fonction de l'accomplissement d'un ou de d'autres calendriers. Et vous allez voir que nos chercheurs, il y a beaucoup de chercheurs, bon c'est vrai que on est financé, mais il y a des recherches qui ont été financées par l'extérieur, mais qui ont eu de très très bons résultats. Quand je pense à Malaria Training, comment on appelle le MRTC, le Research and Training Center, on a un vaccin qui est contre le paludisme. Je pense que ce projet même a postulé pour les prix qu'on a décernés lors des journées de la recherche et de l'innovation. Ils ont été primés. Donc ils ont été primés effectivement par rapport à ces résultats qui, ils pensent, vont être sur le marché. Ces vaccins-là vont être sur le marché malien à partir de 2025. Ça a été déjà homologué par l'OMS. Donc ça a des très bons résultats. Maintenant, vous avez dit, les résultats sont dans les terroirs. Je suis pleinement d'accord avec ça. Mais il faut savoir qu'on a l'habitude de me taquiner, je le dis toujours. On dit qu'au Mali, on trouve des chercheurs qui cherchent. Mais qui ne trouvent pas. Mais on cherche des chercheurs qui trouvent. Bon, ça veut dire qu'au Mali, on ne trouve pas. Là. Alors que les chercheurs maliens cherchent. Et les chercheurs maliens trouvent. Mais la population ne sait pas vraiment quels sont les résultats, quels sont les produits de nos recherches. Donc, il se pose une question de vulgarisation. Il se pose une question de vulgarisation, sinon de valorisation des résultats de recherche. Quand vous prenez un riz, le riz que vous mangez tous les jours à meeting, on dit riz gambiaka. Riz gambiaka, ça vient d'où? C'est le produit de la recherche de nos chercheurs. Quand vous allez dans les pharmacies aujourd'hui, il y a beaucoup de médicaments traditionnels, dont vous en avez parlé, qu'on vend aujourd'hui, qui proviennent de la recherche vraiment de nos chercheurs.
les balembos qu'on utilise contre la toux. Ouais. Il y a l'hépatisane, il y a la malariale, il y a plein de médicaments aussi qui sont dans les pharmacies aujourd'hui, maintenant qui sont les produits vraiment de nos chercheurs. Dans la santé, quand on continue toujours, il y a ce qu'on appelle les SP que les femmes enceintes utilisent. C'est le produit de notre recherche. Donc, Mais la question même, c'est que comment est-ce que ces projets sont financés? Vous avez coordonné beaucoup de projets qui sont financés, soit ici, soit ailleurs. Mais comment se fait le processus? Bon, il y a des appels à projets qu'on fait d'abord. Donc, les appels à projets sont sur des thématiques bien définies, qui ne sont pas forcément des thématiques vraiment maliennes, parce qu'on a aussi nos thématiques prioritaires de recherche. Donc maintenant, moi, en tant que chercheur, j'ai besoin de faire vivre mon laboratoire ou même mon équipe de recherche. Donc, des fois, je prends, quand il y a l'appel dont nous venons, on soumet nos projets à l'appel. C'est-à-dire que nous allons construire notre projet par rapport à cette volonté, puisque quand on dit qu'il y a de l'appel, il y a des critères qui sont là. Donc, nous allons soumettre notre projet en fonction de ces critères-là, qui ne sont pas, comme je l'ai dit au départ, nécessairement les priorités de notre pays. Maintenant, on postule pour le projet, on écrit ce qu'on appelle les protocoles de recherche, on soumet au bailleur. Le bailleur regarde et des fois ils font des réaménagements. Je vous dis que c'est comme ça. Donc, après cette étape, donc, ils amènent le financement avec des critères bien définis. Okay. Voilà, donc les résultats qui sortent, le plus souvent, en réalité, si je vais en venir, je m'excuse un peu, le problème de nos universités, c'est quoi? En réalité, à l'université, la progression s'est faite suivant les productions scientifiques, qu'on appelle les publications, les fiches techniques et autres. Une fois que vous publiez une recherche, ça veut dire que c'est mis déjà à la disposition du grand public. Bon, si c'est une lecture, ce n'est pas le public malien, on le sait très bien, parce que la lecture, ce n'est pas notre fort, mais on le met au grand public. Donc, nous, chercheurs, on cherche à progresser. Pour quitter, par exemple, un chercheur d'assistant, maître assistant. Voilà, maître assistant ou bien de conférence. Voilà, un chargé de recherche, ainsi de suite. On fait des publications, le nombre de publications est compté et en fonction de ça, vous montez en grade. Maintenant, on se fiche de ce que le reste du projet va devenir. Donc ça, c'est notre objectif principal. Maintenant, on a commencé même avec, vous avez parlé du CEMAPI, le Centre malien pour la promotion de la propriété intellectuelle, qui est en train de faire du beau travail. Il y a beaucoup d'inventions qui sont en train d'être brevetées maintenant. Donc, pour que nous puissions, une fois que c'est breveté, ça veut dire que l'invention peut être exploitée avec un brevet et ça fait vivre le chercheur. Très bien. Donc, en un mot, le plus souvent, quand nous exécutons les projets, vraiment, c'est des actions qui sont faites par rapport à la volonté de celui qui va donner l'argent. Voilà. Très bien, merci professeur Sabaké. Alors aujourd'hui, monsieur Mohamed Diawara, quels sont les domaines porteurs dans lesquels il faut mettre de l'argent, il faut financer vraiment pour pouvoir rehausser le niveau de développement de notre pays et de notre continent? Alors, les domaines classiques, traditionnels, primaires, c'est l'agro-business, l'agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, nous avons apporté assez de preuves dans ces domaines-là. La preuve, c'est que le professeur a souligné, il y a certains médicaments qui sont vendus dans les pharmacies. Il y a 10-15 ans, ce n'était pas le cas. On passe aujourd'hui de l'étape, on va dire, embryonnaire à une autre étape, pas encore industrielle, mais c'est tout le souhait. Il y a beaucoup de recherches qui ont abouti à travers des centres très performants, connus mondialement, qui ont même, il a parlé du centre MRTC pour la production des vaccins à Oulesebu. Donc maintenant il faut passer à l'échelle industrielle. Donc ça c'est déjà la chaîne de valeur et la marge de progression, elle est assez visible. Maintenant, dans le domaine de l'alimentaire, on a fait des expérimentations dans le domaine du blé. Il y a eu le projet de Malibu. Maintenant, c'est des choses qui sont tombées, peut-être pour des raisons que je ne pourrais pas développer ici, mais il faut persévérer. Il faut persévérer
à investir dans d'autres filières agricoles et dans d'autres filières pharmaceutiques pour booster cette énergie. Mais il y a un troisième élément, c'est surtout le domaine de la technologie. On a parlé tout à l'heure, je pense que M. Maïga ils sont dans ce domaine, c'est le domaine de l'intelligence artificielle. Bon, je dirais globalement dans le domaine de la science, parce que dans le domaine des technologies, c'est des domaines qui vont tellement vite que si on n'a pas des pôles de recherche, on risque d'être rattrapé ou d'être des futurs consommateurs. Et c'est ce qui va se passer en réalité. Parce que l'investissement dans ces domaines, le retour d'investissement n'est pas à court terme. C'est des technologies de rupture. Donc il faut beaucoup d'investissement pour se préparer à développer, parce qu'on a déjà, même l'Occident, même l'Europe a une marge est beaucoup en retard par rapport à l'Occident. Il y a des prémices, hein, c'est-à-dire l'infrastructure appartient aujourd'hui dans les pays, sont plus dans les pays américains, et l'Europe représente quoi? Même pas 4% des infrastructures mondiales. Donc vous voyez que les données migrent beaucoup plus chez eux, et c'est ça la matière première. Donc nous, c'est abstrait, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une économie de rupture. Pour nous, il faut toujours attendre pour se faire rattraper ou pour encore se faire dépasser largement. Donc voilà pour moi les secteurs où je peux orienter les gens. Dans l'industrie des télécommunications aujourd'hui, il y a énormément de technologies de connectivité qui sont en mode de recherche. Je me rappelle, on parle aujourd'hui de l'IoT, les objets connectés, mais il y a plus de 10-15 ans, les compagnies américaines ont commencé à investir. Et tout le monde se disait pourquoi. Mais pour les véhicules connectés aujourd'hui, c'est à cause de ça, parce que c'est des petites distances de connexion, mais à des vitesses très rapides. Voilà les marges. On a beaucoup de choses dans lesquelles. Mais pour moi, nous, au niveau du Mali, c'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a une certaine dynamique entre le monde de la recherche et le secteur privé. On a choisi des thèmes lors de la dernière journée de la recherche et d'innovation sur le secteur des mines, qui est d'actualité aujourd'hui. On a énormément de recherches à faire dans la géophysique et la topographie minière. Moi, je vois aujourd'hui, on va chercher des pays ou des expertises ailleurs pour venir faire ça, mais on a quand même assez d'expérience, on a assez de marge de manœuvre pour faire des recherches dans ces domaines-là. Donc, ce n'est pas le domaine qui manque, mais il faut créer un climat de confiance. C'est ce qui manque entre les acteurs. Alors, il faut créer un climat de confiance. Si vous venez de nous rattraper, nous sommes dans l'émission Café Scientifique et le thème proposé ce soir, c'est la problématique du financement de la recherche scientifique en Afrique et au Mali. Dit-on souvent, la recherche est en panne dans les universités africaines et dans certains instituts de recherche, dans certains instituts d'invention. Nous voyons sous d'autres cieux, c'est des voitures qui sortent comme résultat, c'est des objets qui sortent comme résultat, mais dans nos universités, on a l'impression que c'est des feuilles qui sortent. Qu'est-ce qui est réellement? D'abord, pour moi, la première raison, c'est d'abord le manque de rigueur, à mon avis, à ce niveau. Déjà, la simple façon même de faire, par exemple, progresser un assistant ou un maître assistant, il faut que les évaluateurs, par exemple, prennent le temps d'étudier l'article ou les articles cités dans le CV ou en tout cas dans la fiche technique, qui vérifient est-ce que cet article est effectivement un article publié dans une revue importante. Ils n'ont pas le temps, les évaluateurs souvent n'ont même pas le temps de vraiment vérifier avec quel dossier j'ai en main. Mais est-ce qu'ils lisent? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils lisent pas. Voilà, donc ça c'est un premier aspect que je voulais évoquer. Okay. La deuxième chose, c'est aussi le manque de partage d'expérience et de connaissances, je pense, chez nous. Très souvent, on est souvent isolés. Dans notre coin, souvent, nos chercheurs ici sont isolés, ils ne sortent pas beaucoup. À mon avis, je ne sais pas si
tout cas, de mon point de vue... Ça, c'est votre observation. Oui, c'est mon observation. Et quand souvent on participe souvent à des colloques ou à des communications internationales, il faudrait qu'on participe davantage à ces rencontres-là pour réseauter et avoir aussi un espace de partage de connaissances et de savoir. Par exemple, il parlait tout à l'heure des objets connectés. L'Internet des objets aujourd'hui, tout le monde parle d'Internet des objets, mais quel type d'Internet des objets pour le Mali, pour le Sahel par exemple? Nous, on n'a pas accès à Internet. On a des zones défavorisées. Quel apport notre production devrait avoir pour nous, nos zones défavorisées, qui n'ont pas accès à Internet, par exemple? C'est des problématiques qui sont là. Et par exemple, aussi pour la prévention des crises, la gestion des crises. Je pense que ce sont des domaines qui sont très, très importants pour nous. Par exemple, pour prévenir des crises, est-ce que nous avons assez de production? Est-ce que nous, on suit juste la tendance mondiale, voilà, qui parle d'intelligence artificielle, qui parle de robotique, alors que nous avons des crises dans le passé, dans le présent, et des crises aussi qui vont venir. Bon, des crises qui vont venir, ça nous maîtrisons pas. Mais il faut déjà prévenir. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, la réflexion, par exemple, au sein de notre laboratoire, et que je voudrais peut-être partager ici, c'est quoi? C'est que nous nous sommes dit aujourd'hui, si nous avons des zones où il n'y a plus d'école, donc dans 10 ans, dans 20 ans, c'est des jeunes chômeurs, n'est-ce pas? Donc des futurs candidats. Pour être chômeur, il faut avoir une éducation. C'est des futurs candidats au djihadisme. Okay. Alors nous, en tant que chercheurs, quelle réflexion devrons-nous avoir pour proposer une alternative à cette absence d'école à ces enfants? En peut-être utilisant ou en exploitant les technologies, par exemple. Aujourd'hui, d'après toutes les familles, même quand vous avez une famille où il y a 2 enfants, 3 enfants, vous allez trouver qu'il y a au moins un téléphone portable. Vous avez des gens qui se connectent souvent sur WhatsApp. Tout le monde aujourd'hui, même dans les zones défavorisées, les gens aujourd'hui utilisent WhatsApp, utilisent les téléphones portables. Comment est-ce que nous pouvons utiliser ces téléphones portables pour faire en sorte qu'avec aujourd'hui l'intelligence artificielle, avec les technologies innovantes, avec comment on appelle, les outils aujourd'hui qui sont là, comment faire en sorte qu'en mode connecté et en mode déconnecté, faire en sorte que cet enfant accède à des contenus pédagogiques de qualité, qu'il puisse apprendre par exemple des choses pratiques, apprendre à traire les animaux, apprendre à transformer, apprendre à, je sais pas, à conserver le lait, apprendre à faire pas mal de choses, lui permettant ainsi de pouvoir, si vous voulez, on prend les zones nomades aujourd'hui, ils ont une centaine de litres de lait qui se perdent, jetés, parce qu'ils ne peuvent plus venir en ville pour le vendre, ils sont obligés de le jeter. Donc trouver des solutions comme ça, je pense que ça va nous permettre aujourd'hui de répondre véritablement à certains besoins de nos communautés. C'est ce que je voulais... Très bien, merci. Et vous semblez ne pas être d'accord dès le début de sa prise de parole. Qu'est-ce que vous voulez rectifier? Non, dire qu'on est large dans la progression des anciens chercheurs, je ne suis pas très d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que... C'est que vous êtes un peu d'accord, vous n'êtes pas très d'accord. Bon, il y a toujours des prémices. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est que la majeure partie de nos anciens chercheurs, ils vont au CAMES. Donc, qu'est-ce que c'est le CAMES? Je pense que c'est le Conseil malgache, africain et malgache, pour l'enseignement supérieur. Donc, c'est nos pères, les autres sont là-bas, donc c'est pour se confronter. Et je pense que il y a beaucoup de nos anciens chercheurs qui sont au CAMES et qui ont des résultats. On a ce qu'on appelle chez nous la voie nationale de progression. Et je pense, beaucoup pensent que cette voie nationale est inefficace. Moi, je ne dirais pas non. Je ne dirais pas oui. Parce que... Le CNLA? La CNLA, c'est la Commission nationale d'établissement des statuts. Je pense qu'on vient de finir vraiment une session. Vous avez vu le taux de passage, ça fait à peu près 11%. Donc ça veut dire que c'est 29% qui sont tombés. Donc ça veut dire que on a l'impression de l'extérieur. On a l'impression de l'extérieur qu'on ne vérifie pas bien les choses et qu'on laisse passer. Ce n'est pas ça. Donc les choses sont vraiment bien scrutées. Et je pense que ceux qui ont aujourd'hui les grades respectifs, vraiment, ils les méritent. C'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il y a 0% de... Voilà. Mais je sais que dans la manière dont nous traitons les choses, vraiment les choses se font bien. Et je suis aussi d'accord, mais je suis d'accord avec vous par rapport à
cette utilisation de nouvelles technologies, par exemple, pour la récupération des enfants. Et je pense que la Covid-19 est venue nous mettre à l'épreuve et ça nous a même permis de beaucoup réfléchir comment, avec les nouvelles technologies, on peut voir comment faire les cours à distance pour relayer vraiment les effectifs pléthoriques que nous avons dans les universités et ainsi de suite. Donc nous sommes en train de travailler sur ces trucs-là et d'ailleurs, dans peu de temps, on va créer ce qu'on appelle l'université virtuelle du Mali, qui serait là en virtuel. Donc c'est des choses, on y travaille. Et la preuve aussi est que l'année dernière, en 2023, avec la volonté politique, le président de la République, vraiment, il a posé les premières pierres, le centre d'intelligence artificielle. Donc, pour que nos jeunes, on a l'impression de voir que les Maliens sont bêtes, non? Et nos jeunes, ils sont en train de se présenter dans beaucoup de concours. Et la plupart des cas, ils viennent avec des prix et pas des moindres, soit premier prix, soit deuxième prix. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une dynamique qui est créée. Nous sommes très, très conscients du fait que vraiment, si on ne se lève pas, vraiment, on risque vraiment d'être les derniers. C'est pour cela, vraiment, les autorités, on a pris beaucoup de dispositions nécessaires et pour que vraiment nos enfants, pour que vraiment la nouvelle technologie puisse être rentable pour nous. Quand vous regardez l'Afrique, on est tellement qu'on appelle en retard du point de vue technologie lourde par rapport à l'Occident, comme on peut le dire comme ça. Mais la seule manière de les rattraper, ce sont les nouvelles technologies. Et je pense que c'est beaucoup plus basé sur l'intelligence que sur le financement. C'est vrai que voilà, les gens mettent de l'argent dans le financement. Quand on regarde les différences de financement entre les États, vous avez vu les États comme les États-Unis, ce qu'ils mettent dans la recherche, c'est plus que voilà, notre budget national. Donc, il y a une marge de progression, mais il faut savoir qu'aussi on est en train de faire notre mieux pour que nous soyons au rendez-vous vraiment de ces nouvelles technologies. Merci, professeur. Monsieur Diawara, aujourd'hui, nous avons la recherche qui est installée partout, même les maçons peuvent dire qu'ils sont dans la recherche, les mécaniciens qui disent qu'ils sont dans la recherche. Mais vous, aujourd'hui, quand on parle de transfert de technologie, est-ce qu'il faut investir dans le transfert de technologie? Nous avons vu nos frères, certains de nos aînés qui ont eu des bourses étatiques ici sont partis, ils ne sont plus revenus. Mais est-ce qu'il faut continuer à investir dans le transfert technologique? Alors, je vais rebondir sur la dernière phrase. Les gens qui sont partis et qui ne sont pas revenus, ce n'est pas un phénomène qui se passe qu'au Mali. Au Mali, hein. C'est-à-dire qu'il y a la fuite des cerveaux de chez nous vers le Maghreb, parce qu'on ne sait pas, on ne se rend pas compte, mais dans le milieu médical, il y a beaucoup de fuites de cerveaux vers la Guyane, des pays comme ça. Et c'est le même phénomène qui se reproduit du Maghreb vers l'Europe. Et maintenant, c'est de l'Europe vers les États-Unis et le Canada. Vers les Américains. Donc ça, c'est rien n'est rempli de Maghrébins. Voilà, tout le monde a besoin aujourd'hui des cerveaux. Ça, il faut et ils mettent le paquet pour ça. Maintenant, ce qui doivent nous intéresser, c'est le cas du Mali. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on leur propose? Il y a des gens qui peuvent venir par patriotisme, d'accord, ok. Mais il y a d'autres aussi, il faut créer les conditions. Parce que le Mali n'exploite pas sa diaspora. Et ça, c'est un grand problème. Parce qu'il faut qu'on respecte le savoir. La connaissance, on doit la respecter. En faisant quoi? En faisant quoi? En valorisant les gens, en leur confiant des responsabilités et qu'il y ait de la transparence dans les... Vous rejoignez un peu M. Aloudourou quand il parlait de la gouvernance financière. Non, moi je ne parle pas de la gouvernance financière. Okay. Par exemple, vous voyez, je vais vous donner un cas concret. Okay. Beaucoup de nos gens, de nos intellectuels vont vous parler de Tidjane Thiam. Oui. Mais Tidjane Thiam, on a mis le paquet pour qu'il vienne en Côte d'Ivoire. On lui a donné des garanties. Mais aujourd'hui, vous avez plusieurs Tidjane Thiam maliens à l'extérieur. Hein? Mais qu'est-ce qu'on leur offre comme garantie pour venir? Il faut qu'on aille les chercher. Il n'y a pas de miracle. Hein? Parce que ces hommes-là, eux-mêmes sont des systèmes.
On ne peut pas compter sur des gens plus que nous, des Maliens. Ils ont du savoir-faire, ils ont un réseau, il faut aller les chercher, il n'y a pas de complexe. Il y a beaucoup d'étudiants Tcham à l'étranger. Celui qui fait le design de Intel, les processeurs qu'on utilise, c'est un Malien. Il y a un répertoire de compétences maliennes qui était à un moment donné à la primature. On construit un pays avec des hommes. Ce n'est même pas les moyens. Les moyens, c'est les hommes qui font les moyens. Donc pour moi, la solution d'abord, allons-y chercher les gens. Ceux qui peuvent le faire, il faut se décomplexer. Hein. Des gens sont bons, il faut aller les chercher. C'est des patriotes. Ils laissent beaucoup d'argent pour venir. Mais il faut quand même les valoriser. Sentez que ceux-ci sont trop ambitieux par rapport à ce qu'on leur propose au pays. Je n'ai pas l'impression. Moi, je connais des cas où l'un des plus grands biologistes à l'époque a tout laissé pour venir travailler à l'INRSP ici. Et c'est d'ailleurs un Maïga. Ah bon? Oui. Il est de la région d'Anzongo, le docteur Yeya Issa Maïga. Il a tout abandonné, c'était un pastérien. C'est-à-dire qu'ici, au Mali, on ne respecte pas le savoir. C'est ce qu'il faut faire. Le méritocratie. Non, il faut respecter le savoir. C'est la seule chose d'aboutir. Et je vous donne l'exemple. Quand il y a eu l'indépendance, tout le monde est parti. Heureusement qu'il était là pour maintenir le laboratoire scientifique, le laboratoire d'analyse médicale à l'époque du PPN. Tous les Blancs sont partis. Ils nous ont laissés ici. C'était le seul, un pastérien qui faisait des analyses médicales. Ce pays a une histoire. Moi, je pense qu'on a des hommes qui ont prouvé partout dans le monde que les Maliens sont des grands intellectuels, mais il faut créer le cadre, aller les chercher. Et moi, j'invite même le centre de recherche à s'y intéresser à ces grands scientifiques qui sont à travers le monde, d'aller les identifier, les chercher, les amener. Le Mali est en phase de reconstruction. Chacun a sa pierre à porter à l'édifice. Très bien. Voilà. Pour moi, pour clôturer la recherche là, c'est deux choses. C'est le savoir-faire et l'argent. L'argent, on a. Hein. Mais comment tu vas mettre de l'argent? Parce qu'un homme d'affaires, il investit quand il a l'assurance que ça va bien. Vous avez l'argent? Bien sûr. Mais bien sûr, on a tous des fonds de R&D, non? On a tous des fonds de recherche et de développement. Okay. C'est pour mettre dans quoi? C'est pour le mettre dans la recherche. Alors, vous voulez Non, j'avais un exemple aussi, même lui aussi, il est spécialiste en biologie moléculaire. Et il est basé en ce moment il est à Sherbrooke, au Canada. Il est parti l'année dernière parce qu'il a cherché le même poste qu'une dame qui avait son oncle qui dirigeait un centre ici. Et la dame n'a qu'un seul article scientifique en son nom. Et lui, il est brillant. Il a un postdoc maintenant là-bas, donc il est bien payé là-bas, il a une bourse, il est parti avec sa famille, il a quitté le Mali, il a décidé de quitter la France pour venir s'installer au Mali. Et quand il a vécu ça, il n'a pas pu gober. Il est retourné, il a postulé, il a eu son postdoc. C'est pour dire juste qu'effectivement, cette question un message vous est lancé. Hein. Bon, il y a des cas, effectivement, et je suis pleinement d'accord avec ça, mais sachez que le Mali a toujours œuvré pour vraiment bien exploiter sa diaspora. Nous travaillons beaucoup avec la diaspora malienne. Mais ce n'est pas visible sur le bon, on avait un programme qui était appelé TOCTEN. C'était un programme qui a été financé par le PNUD, une partie par le Mali. Malheureusement, pendant ces 2 années, vraiment, le programme est parti dans mais je pense que ce programme TOCTEN continue un peu d'une autre manière. Parce qu'on a la diaspora malienne qui vient chaque année. On organise ce qu'on appelle des symposiums. Ils viennent de partout dans le monde, des universitaires. On appelle le MSAS, le Malien Symposium for Applied Sciences. On a MSAS qui vient. Donc, MSAS, c'est la diaspora malienne. Et ce que je salue aussi, c'est la volonté de cette diaspora, vraiment, à nous aider. Durant le programme TOCTEN, on a beaucoup de thésards qui ont été formés vraiment par ces Maliens et des Maliennes qui sont vraiment dans la diaspora, qui ont eu l'envie de venir au Mali pour nous aider. Bon, ça fait des années que vraiment c'est tombé, mais je pense qu'on est à pied d'œuvre
pour lancer ce programme qui était un très très bon programme, un exemple même dans la sous-région, puisqu'il y a beaucoup de pays qui voulaient nous imiter par rapport à ça. Donc vraiment c'est pour dire qu'il y a une volonté, mais comme on le dit toujours, c'est compliqué des fois. Très bien. Alors, merci beaucoup. Monsieur Diarra, peut-être une dernière question va vous aller. Comment consolider le partenariat public et privé pour porter la recherche scientifique, puisque vous êtes du patronat? On a commencé. Hein. On a déjà commencé. On vient de là-bas même. Voilà. C'est-à-dire que la première, comme je l'ai dit, d'abord, bien avant l'édition précédente, je vous ai donné le cas de Maliburu. Oui. C'est des initiatives qui ont été expérimentées par le passé, qui ont apporté des résultats. Maintenant, la deuxième étape, c'est d'accepter de recevoir des étudiants brillants dans le processus de recrutement des entreprises. Donc, on va organiser des journées de recrutement, ça fait partie des actions à mener. Deuxième chose, c'est de visiter aussi, parce qu'on se découvre, hein, on ne sait pas tout ce que l'autre fait. C'est de découvrir, c'est d'aller voir, de titiller un peu nos curiosités, aller voir ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on est dans la relocalisation des investissements. Okay. Dans des domaines qu'on va découvrir. Non, le partenariat a commencé, on a un cadre, on a déjà un cadre, on a mis en place un groupe de travail qui va travailler sur en tout cas des actions à court, moyen et long terme. Donc le processus a commencé. Alors, nous serons à vos côtés pour en savoir plus, pour pouvoir mieux communiquer là-dessus. On va faire un tour de table rapidement, puisque nous tendons vers la fin de cette émission. Oui, allez-y. Voilà, donc je pense que si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on devient des partenaires. On vient même du CNPM, où on a discuté. On est en train de discuter sur beaucoup de projets. Il a parlé de la substitution au bleu lors des journées de la recherche et de l'innovation technologique. Je salue même vraiment le président du CNPM pour sa clairvoyance. On a organisé ensemble ces journées de la recherche et de l'innovation. Donc c'était une première d'ailleurs pour voir vraiment le public vraiment s'investir vraiment à côté du privé pour la recherche. Donc on a fait des ateliers thématiques sur des thèmes précis, vraiment que le patronat veut qu'on fasse la recherche dans ce domaine ou dans ce domaine. Donc ils nous ont proposé des domaines de recherche. On a même créé des groupes, comme il a dit, de recherche pour vraiment voir comment réfléchir sur ces problèmes spécifiques et comment résoudre ces problèmes-là. Et je pense qu'on vient de quitter le CNPM. On a discuté sur, par exemple, les semences de pommes de terre. Okay. Donc, des semences de pommes de terre. Donc, je pense qu'il y a des fêtières du CNPM. Ça m'a dit, on va tout dévoiler ici. Hein. Les hommes d'affaires n'aiment pas ça. Voilà, on a beaucoup de projets qui sont en vue. Okay. Pour répondre clairement à votre problème, par rapport à la recherche, ce qu'on a dit, si vraiment on veut que le privé, ou le secteur privé s'intéresse à notre recherche, je pense que la recherche doit se faire avec eux. On ne peut pas venir avec un résultat de recherche pour présenter, voilà, moi j'ai fait le recherche dans ce domaine, j'ai fait la recherche, voici mon résultat. Maintenant, si la demande vient du privé dire que bon, vraiment j'ai tel problème, est-ce que vous pouvez faire une recherche dans ce domaine? Moi je pense que quand on va faire la recherche, ce serait dans le sens de résoudre son problème. Et je pense que ça va faire une adhésion totale du secteur privé par rapport à la recherche. Et donc ça va amener vraiment le secteur privé vraiment à financer la recherche. Donc nous sommes sur cette dynamique maintenant. Il ne faut plus faire la recherche parce qu'il faut faire la recherche. C'est vrai qu'on en a besoin pour toutes choses, mais vraiment il faut faire la recherche pour vraiment satisfaire vraiment qu'on appelle la population malienne. Très bien. Alors, merci beaucoup. Quelle approche de solution faut-il envisager pour venir à bout des difficultés liées au financement de la recherche? Ce sera la dernière question pour un tour de table rapidement. Alors, Monsieur Maïga, est-ce que vous avez des recettes à proposer pour venir à bout des difficultés liées au financement de la recherche? Écoute, comme les autres co-débatteurs, l'argent c'est le nerf de la guerre. Et il faut aller chercher l'argent, mais avec aussi toute l'intelligence qui va avec, donc avec le respect de l'éthique et de la déontologie, on va dire, de ce domaine qui est régi par ce domaine. Donc moi, je voudrais aussi attirer l'attention des téléspectateurs par rapport aussi au fait qu'aujourd'hui, les aînés aussi doivent aider les jeunes chercheurs, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle le coaching académique,
il faut ça. Il faut davantage de coaching académique. Pour des meilleurs résultats. Voilà, pour des meilleurs résultats de façon collaborative, qu'on puisse travailler. Et la dernière chose, c'est aussi par rapport au développement de la recherche multisectorielle. Davantage de nos jours, ce n'est plus un seul secteur qui fait de la recherche sur un sujet, sur une problématique. C'est plusieurs chercheurs qui doivent se retrouver pour faire de la recherche. Il y a plus d'opportunités à saisir à ce niveau-là. On a l'habitude de voir une discipline, par exemple, les chercheurs en santé, les chercheurs en technologie, les chercheurs en, je sais pas, en mathématiques, en informatique. Chacun de son côté fait sa recherche et développe. Et de nos jours, de plus en plus, on voit qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez être chercheur en sciences humaines et sociales, travailler avec des chercheurs en sciences de la santé ou, je ne sais pas, en sciences technologiques ou en informatique. Ça doit être interdisciplinaire. Interdisciplinaire. Pourquoi je dis multisectoriel? Parce que dans un secteur, il y a plusieurs disciplines. Très bien. Que ce soit multisectoriel, vraiment. Multisectoriel. Qu'un informaticien puisse quitter sa zone de confort, puisse comprendre que cette solution que je suis en train de développer de façon, on va dire, cette application que je développe, c'est pour des individus. Et le spécialiste, le sociologue, l'anthropologue doit être impliqué dans cette recherche-là. C'est sur ça que je voulais... Merci, Monsieur Maïga. Ça va amener vraiment le financement de la recherche par le privé. Il y a aussi le financement de la recherche par l'État. Donc nous avons parlé ici de ce qu'on appelle le Fonds constitué pour la recherche et l'innovation technologique. Parce que vous êtes plein de 0,20%. C'est beaucoup quand même. 0,2% de recherche, non, c'est pas beaucoup, ce n'est rien. Mais on n'a pas. Qui n'a pas? C'est pour tout le monde. Hein, on a 0,20%. Oui, on a 0,20% des recettes fiscales, pas du budget national. C'est pour ça que lors des journées de la recherche et de l'innovation technologique, donc je pense qu'ensemble, nous avons réfléchi pour faire vraiment demander à l'État de voir comment on peut augmenter le quota de la recherche, vraiment d'aller jusqu'à vers les 1% vraiment des PIB. Ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que le Fonds communautaire pour la recherche et l'innovation technologique, normalement, initialement, c'est un fonds qui, au départ, va être financé par l'État. Mais à la suite, ce fonds doit être autosuffisant. C'est-à-dire que ce fonds doit générer des fonds, et des fonds qui vont permettre vraiment de financer d'autres recherches, même d'alimenter la caisse de l'État. En passant par quoi? Par les recherches qu'on va avoir. On va avoir des brevets dessus. On va avoir des utilisations vraiment de nos méthodes, de nos méthodologies, de nos technologies. Donc, qui peut être payé par les entreprises, ça peut être payé par voilà, quelqu'un de gens. Et ces produits de vente, ces frais qu'on va encaisser, voilà, ça va encore booster la recherche et augmenter le fonds qui est destiné à la recherche. Donc, en un mot, bon, vraiment, pour moi... Mais c'est toujours dans cette dynamique-là? On est dans cette dynamique. Très bien. D'autofinancement. D'autofinancement de la recherche dans Maintenant, c'est vrai qu'on dit qu'il faut le financement intérieur de la recherche, mais aussi, sincèrement, il faut aussi le financement extérieur de la recherche. Parce qu'en général, nous, chercheurs, nous aimons nous confronter aux autres. Parce qu'en général, quand on lance un projet de recherche internationale, ça veut dire que ce n'est pas seulement les Maliens qui vont participer à ces projets. Donc il y a d'autres nationalités qui participent. Quand on parle par exemple du NIH, qu'on appelle le National Institute of Health des États-Unis, qui a un gros financement par rapport à tout ce qui est vaccin au niveau du MRTC, ils ne nous donnent pas le financement parce que nous sommes ce que nous sommes. Ils donnent le financement parce qu'il y a des chercheurs qui sont valables. Des chercheurs qui donnent des résultats. Ça fait plus de 30 ans qu'ils sont en train de financer. Si les Américains te financent pendant 30 ans, ça veut dire qu'il y a une certaine crédibilité. Donc, mais est-ce qu'ils n'ont pas aussi d'autres agendas cachés? Bon, agenda caché, je ne pense pas trop. Puisque ce qui est là, ça se voit. Dans ce domaine-là. Voilà, bon, on ne peut pas tout savoir. Voilà, mais ce que nous savons, c'est qu'une fois qu'un pays reste avec toi pendant des années, il y a beaucoup de programmes qu'on a commencé à financer qui ont été fermés parce que ça a été, comme vous l'avez dit au départ, ça a été mal utilisé, les fonds ont été mal utilisés. Mais si vous voyez que les Américains sont là aujourd'hui, parce que vraiment, ils ont dit, c'est le peuple américain qui finance. Hein. Donc ils ne peuvent pas accepter à ce que le peuple américain finance et que quelqu'un vienne vraiment gaspiller ce fonds-là. Parce qu'il y a des résultats, parce que les chercheurs sont compétents.
Donc, l'une des manières de vraiment d'augmenter le financement de la recherche, vraiment, c'est aussi la compétence et la crédibilité de nos chercheurs. Merci. Un dernier mot par rapport à cette question. Je pense que le professeur a résumé. D'accord. Ce que je peux dire à ce stade, ce n'est pas forcément l'argent qui pose un problème, mais c'est la transparence, c'est-à-dire dans quoi j'investis pour me rapporter quoi. Si j'ai ces éléments de réponse, il n'y a pas de raison que je n'investis pas. Je veux juste profiter pour donner un autre cadre, c'est les matériaux de construction. Aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens sont en train de se réorienter vers ça. Voilà. Donc, c'est pour dire, soyons précis, clairs, pour que le financement puisse suivre aussi. Très bien. Merci. Un dernier mot? Non, je n'ai pas de dernier mot. Je remercie en tout cas les téléspectateurs d'avoir suivi ce débat en tout cas avec nous, qui n'est pas aussi facile à suivre avec les chercheurs, tout ça. Merci. Voilà. Un dernier mot, professeur Sabaké? Je remercie la FIA TV GSTM, Oui. parce que je l'ai dit, on ne parle pas trop, on n'est pas trop bavard par rapport à ces thématiques. Et si nous sommes là aujourd'hui vraiment à débattre, vraiment c'est une occasion qui nous a été donnée pour vraiment parler de la recherche au niveau de notre pays et de faire savoir aux Maliens qu'il y a des chercheurs et que les chercheurs cherchent et que ces chercheurs trouvent. Donc vraiment c'est un remerciement à votre endroit par rapport vraiment à cette émission. Je souhaite vraiment bon vent à ce café scientifique. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière invitation que vous allez lancer au CNRST. Très bien, merci. Alors, mesdames et messieurs, alors, chers invités, merci de participer à ce panel. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. C'était un plaisir, un réel plaisir d'être en votre compagnie pour ce moment de partage du café scientifique. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. D'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine.